Bonjour et bienvenue dans Percer rêver, le podcast où des artistes, sportifs et autres passionnés se confient sans filtre sur leur parcours et leurs rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Rebecca, bienvenue dans le podcast. Merci. Je vais te laisser te présenter et présenter Ok. tes activités artistiques. Ok. Alors, je m'appelle Rebecca Moon. Je suis insomniaque. Ok. Un peu moins maintenant, depuis que j'ai enfin osé faire de la musique. Mais toute la raison de mes insomnies, c'est un peu dû au fait que je m'interdisais pas mal de faire la musique, justement. Et en fait, juste de respirer. Et c'est lors d'une partie de cache-cache que un peu tout mon univers, on va dire, musical s'est dégoupillé. J'étais petite et il y avait le fait que la vie, c'était un peu compliqué. Et j'étais avec mon ombre seule lors d'une insomnie à faire des parties de cache-cache. À un moment, je me dis, j'étais du coup seule dans ma chambre et je me dis, purée, elle compte, où est-ce que je me cache? J'ai un peu fait toutes les cachettes, sous le lit, derrière les rideaux. C'est compliqué maintenant. Et je regarde par la fenêtre et je vois la lune et je me dis, ah, si j'allais me cacher là-bas, du coup, je demande à la lune de me cacher. Je me mets derrière dans la face cachée et j'arrive. Et comme la pesanteur, en fait, tout le poids que moi j'avais sur mes épaules ou dans mon cœur et autres, d'un coup, tout s'en va. Et je suis en mode, ah, c'est agréable ici, en fait, tout ça. Et du coup, je suis restée plus d'une nuit, une deuxième, une troisième, et c'est devenu des mois, des années. Et pendant que moi, je laissais la lune me bercer, je laissais en même temps sur Terre mon ombre vivre pour moi. Et du coup, j'étais pas vraiment là. Et un jour où j'ai cru que j'allais rester définitivement sur la Lune, parce que j'en mode, pourquoi j'irais revenir du côté lumineux plutôt que de me laisser sombrer complètement dans l'ombre. Il y a la musique qui m'a dit, ah non, mais moi j'ai accepté que tu partes je ne sais combien de temps, parce que tu m'as dit, j'ai compris que tu avais besoin de temps ou autre, mais là moi j'ai besoin que tu reviennes. Et du coup doucement et sûrement, par une mélodie sous un clair de lune, la musique m'a ramenée. Et après j'ai dit à mon ombre, ok, là par contre il faut que tu me relaisses la place. Moi, mon ombre avec toutes ces années est en mode, non, moi je kiffe bien en fait vivre à ta vie, enfin à ta place. Et moi, j'étais en mode, ah ouais, mais non, là, ça va pas être possible. Et du coup, j'ai fait plein de trucs pour reprendre ma place. Tu t'es mis du coup à la musique à quel âge? J'ai pas eu vraiment... Enfin, s'il y a un âge, mais en même temps pas. C'est bizarre. Mais dès que je suis née, j'ai su que je voulais faire de la musique. J'ai dit, dans ma tête, je savais que je voulais chanter, genre aller au milieu de la ville et être en mode... je pars chez moi le matin, salut, je reviens, je vais chanter à ce soir, et puis je reviens. Comment je vis, avec quel argent, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aurais chanté pour les gens dans la journée. C'est parce que c'est la musique, le chant en tout cas, c'est comme mon oxygène. Aussi. Donc j'étais en mode, c'est une évidence, quoi. C'est comme respirer, je vais chanter pour les gens. Et sauf que je l'ai gardé. Pourquoi des jeunes, hein, avant que tout se passe, je l'ai jamais dit à mon entourage, donc personne ne le savait. Mais un jour, du coup, au même moment où j'ai dit, ok, je redescends par le clair de lune et sur Terre et je reprends ma place, j'ai annoncé à ma famille du coup que je voulais faire de la musique, enfin à mon papa, en disant, voilà, moi en fait ce que je veux faire, la vraie chose que je veux faire, c'est chanter. C'était vers mes 18 ans, après le bac, genre pendant ma première année sup. Et là, l'année où j'ai vraiment commencé à faire ma première maquette, donc à écrire et tout ça, c'était pendant le Covid, donc en 2020, au premier confinement. Donc c'est assez récent. Ouais. Aujourd'hui, t'as quel âge, tu veux le dire? J'ai 26. 26 ans. Ouais. Ok. T'as été du coup, où tu es toujours, même si tu dis un peu moins insomniaque, plus ou moins toute ta vie, du coup. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui ont de l'insomnie genre continuellement, ou est-ce que c'est lié à des épisodes d'anxiété ou des deuils, etc. J'en fais un peu tout le temps dans l'année, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que je peux avoir des périodes
des crises où là, ça va être plutôt intense, où ça va se faire pendant 2-3 jours ou pendant plusieurs semaines d'affilée, je vais faire au moins une insomnie par semaine, au lieu que ça soit une fois par mois, par-ci, par-là. Mais au moins dans l'année, c'est sûr que j'en ai au moins 3, on va dire, ou 4. Mais ouais, je sais qu'il y a des périodes où si je stresse sur quelque chose ou que je fais l'autruche avec une émotion, j'ai compris, grâce à la musique, au texte que j'écris, que c'était vachement lié à quand je m'interdisais de ressentir quelque chose ou d'essayer quelque chose ou d'aller avec... d'être en accord avec ce que ma petite voix ou mon instinct me disait. Là, mes insomnies, du coup, elles repartaient en folie et j'étais en mode, d'accord, ok, si je veux dormir, il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi? Et c'est petit à petit que j'ai compris qu'il fallait que j'écoute certaines choses. Je dis pas... Ça a l'air facile dit comme ça, hein. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a quand même des fois, même si je me doute que... je dors pas ou je me suis réveillée en pleine nuit parce que je stresse, parce que ceci. Et c'est pas pour autant que je vais dire, ok, je sais, ok, je vais l'accepter, je vais être en mode respire et puis ça va aller. Non, je suis en mode, ouais, c'est ça. Non, mais au moins, je me dis, il y a le truc de... à un moment, je vais être en mode, ok, je sais que c'est pour ça. Lâche prise, essaye pas de contrôler et puis vis ton insomnie et tu verras si demain t'en feras une. Mais je pense que tout le monde fait au moins une petite insomnie dans l'année, quoi, que ce soit parce que finalement t'es pas assez fatigué ou il n'y a pas vraiment de raison, mais c'est... Ouais, c'est ça, mais je sais que comme tu le disais un petit peu, moi, c'est vrai que l'insomnie, maintenant, je le vois un peu comme un message et puisque j'en fais plus systématiquement, maintenant, quand j'en fais, c'est juste parce que je suis trop anxieuse. Ouais. Après, il y a toutes les fois où par mauvaise foi, je vais dire je sais pas pourquoi je l'ai faite. Ouais, exactement. Ouais. Au fond de moi, je sais exactement pourquoi je l'ai faite, c'est juste que je suis pas prête à changer la cause. C'est ça. Pourquoi je l'ai faite. Ouais. Mais l'insomnie, souvent, ça veut quand même dire quelque chose. Ouais, mais ça, on se rend compte quand on commence à accepter ce qui nous empoisonnait ou ce qui nous faisait continuer à aller vers les choses qui nous faisaient mal. Et c'est quand on commence à sortir de tout ça, à se dire ok, cette fois je vais me donner une vraie chance. En fait, c'est quand tu commences à prendre du recul sur la situation que tu comprends que toutes tes insomnies et pourquoi tu faisais autant d'insomnies, c'était parce que t'allais mal et que tu refusais ça et t'es en mode d'accord, en fait les insomnies c'est pour dire qu'il y a quelque chose que tu gères pas et que tu essayes justement de contrôler, mais c'est pas possible. Et du coup, c'est comme tout, hein. Je pense que malheureusement ou heureusement, le cerveau et le corps sont bien faits et quand tu veux pas l'écouter, il va forcément trouver un moyen pour que tu l'écoutes et que ça soit positif ou négatif, quoi. Exactement. Est-ce que tu as envie dans le podcast de développer un peu plus sur ce que tu as compris justement et des sujets qui te tracasser à ce moment-là ou est-ce que c'est trop personnel? Non, c'est bon. Ok, vas-y, je te laisse. Ce que j'ai compris avec mes insomnies, c'est pas mal de choses. Déjà que j'étais pas mal anxieuse, que l'anxiété était quelque chose que mon cerveau avait des facilités à rien lancer le bouton anxiété au lieu de juste stress ou être en mode ok, ça c'est un peu chaud patate, il va falloir organiser. Non, c'est direct l'anxiété de panique, au secours, là on va être noyé. Ça va être aussi, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a... Alors, j'ai mis du temps à le comprendre en plusieurs années, mais que par rapport à des choses, je sais même pas trop quelles sont les choses qui ont fait que, à force d'accumuler plein d'émotions, j'ai pas envie de dire négatives, parce que je pense que toute émotion n'est pas négative, j'ai mon cerveau qui a eu un trop plein et qui savait plus, et du coup il est parti en dépression. Mais j'étais enfant et à ce moment-là, déjà la dépression adulte, on n'en parlait pas vraiment. C'était tabou, c'est-à-dire qu'on 2-3 personnes pouvaient en parler, on savait que ça existait, mais c'était sinon direct avec les médicaments, donc avec un psychiatre et pas forcément un psychanalyste, un psychologue. Et encore du coup chez l'enfant,
faire une dépression enfantine, c'était quelque chose où c'était inimaginable qu'un enfant puisse vivre une dépression parce qu'il fallait avoir du vécu. Aujourd'hui, on commence un peu plus à dire non, mais les enfants aussi peuvent faire des dépressions pour tout un tas de raisons parce que c'est émotionnel. Et du coup, moi, comme ma première dépression était, je l'ai eue jeune, n'a pas été forcément traitée ou pour être guérie, je sais pas si on guérit d'une dépression, mais en tout cas pour être aidée à mon cerveau, être en mode non mais regarde là, t'es parti dans un tourbillon, tu vois plus clair, donc viens je t'aide à remettre un peu l'église au milieu du village ou autre. Et les années passaient, et puis en fait, cette dépression, moi, je pensais à un moment qu'elle était partie, mais en fait, elle revenait. Donc j'avais des épisodes de « Oh, ça va ?» non, en fait, c'est horrible. Et puis, je crois que c'était justement à mes 19 ans, après ma deuxième année sup, j'ai arrêté l'école parce que, comme je m'étais partie dans un cursus de motion design, c'est du graphisme animé. Pour ceux qui ne savent pas. T'as raison, ouais. C'est bien. Et en fait, j'avais décidé d'aller faire du motion design pour la musique. Je me suis dit, comme ma famille ne savait pas, j'ai dit, si je mets déjà des études artistiques, ils vont être un peu moins choqués que si je pars faire un autre truc, on va être en mode... mais t'as fait t'as fait truc, et maintenant tu me dis qu'en fait depuis le début c'est la musique, il y a un truc qui va pas. Donc je me suis dit ça va les amener doucement. Et je me suis dit souvent on entend les artistes, il faut toujours dire il faut un truc en plus pour que le public il te capte, pour que tu captes le public, pour que l'industrie aussi soit en mode ok, t'as un truc en plus, t'as ce truc que les autres n'ont pas. Avant c'était de savoir jouer un instrument, puis ça a été d'écrire, puis ça a été de composer, puis maintenant tout le monde le fait. Du coup je me suis dit bon, je ne sais pas lire de partition, je n'ai jamais appris à jouer d'un instrument, qu'est-ce qui peut être mon petit plus à moi qui n'est pas un peu du déjà vu. Et j'ai dit, je vais aller faire des études de motion design parce que dedans, je vais apprendre tout le vocabulaire qui peut se passer pour derrière les caméras. Donc, ça va être comment je veux filmer un clip, comment je veux aussi travailler ma DA. Je vais pouvoir avoir la main sur ma direction artistique et pouvoir vraiment juste dire à quelqu'un voilà ce que je veux, ce que je visualise, ce que je veux être sur scène, ce que je veux être dans le clip, ce que je veux aussi faire ressentir. Non, là je peux être en mode beaucoup plus précise parce que je saurais faire des moodboards, parce que je saurais expliquer, parce que j'aurai le vocabulaire, donc on va me prendre au sérieux parce que je vais parler leur langage. Et puis aussi, je pourrais faire un peu, comme j'aurais un peu les basiques dans le montage ou autre, ils seront en mode ok, elle a vraiment un truc qui est en plus dans la production, donc c'est intéressant. Et à la fin de ma deuxième année, au bout de 2 ans, je me suis dit, putain, c'est vachement répétitif, les trucs, ça me passionne plus comme au début parce que j'apprends beaucoup de choses qui me paraissent intéressantes pour moi, ce que je veux faire pour plus tard. Donc, je décide de dire à mon père, c'est simple, c'est soit... et je commençais en fait, au début, ces nouvelles études m'avaient redonné un peu un souffle dans ma dépression et du coup j'étais vraiment en déni de quand j'arrivais à l'école, je passais les portes, ça allait bien, je sortais, ça allait mal. En fait, je m'étais en mode tout ce qui va mal, ma vraie vie, elle s'arrête quand je rentre à l'école et elle revient quand je sors de l'école. Pas fou. Et du coup, au bout de 2 ans, mon cerveau il a dit chasser le naturel, il revient au galop. Et j'ai dit à mon père, c'est simple, c'est soit t'acceptes que j'arrête là et je me lance dans la musique, soit tu me forces à aller au bout des 3 ans pour avoir le diplôme, mais je te promets pas que moi, j'aille physiquement au bout des 3 ans. Il m'a dit, ok, c'était sûr, mais il faut que tu me montres et tout ça. Il y a eu le Covid. Et c'est à ce moment-là que j'avais déjà commencé à reprendre des cours de chant, à écrire, à chercher à droite à gauche des arrangeurs ou autres. Puis il y a eu le confinement. Et c'est pendant le confinement du coup, que j'ai fait ma première démo avec lui qui a fait la guitare dessus. Et après, j'ai rencontré mon arrangeur et j'ai fait
enfin des gens, et puis des gens à droite à gauche. Et 1 an plus tard, j'avais fait ma première chanson. C'est génial, c'est allé assez vite en fait quand t'as su ce que tu voulais. Bah, c'est vrai que ça peut sembler aller vite, mais quand tu le vis, t'es en mode 1 an pour, entre le moment où je fais ma démo et le moment où je trouve la personne avec qui ça match et que je le fais, quand tu le vis, c'est long. C'est toujours trop long quand on attend impatiemment quelque chose, même si ça va très vite pour tout. Pour toi, c'est toujours trop long. Parce que une fois que tu as pris la décision, il faut que ça se fasse. Surtout, t'entends vraiment des gens dire « Ouais, je me suis lancée genre il y a 1 an » et puis tu les vois déjà sur scène avec un public et toi, t'es en mode « Bah non, moi, j'ai fait il y a 1 an, mais il y a 1 an, du coup, 1 an plus tard, j'ai juste fait une chanson, quoi. » Non, du coup, c'est pour ça qu'on des gens, des fois, me disent « Ah, mais ça va vite. Ah, mais je suis en mode « Bah non, moi, j'ai commencé telle année vraiment à essayer d'être professionnelle. » Moi, j'ai pas eu le facteur chance et puis la possibilité et la joie de dire mon histoire, elle a commencé et 1 an plus tard, tout s'est découpillé, tu vois. C'est magique. Après, est-ce que je pense que c'était peut-être moi ce que je devais vivre aussi parce que par rapport à toutes les années où je me suis interdit et la dépression, je pense que j'avais besoin de temps. Ouais, je pense que c'est bien que tu te le sois accordé et que tu aies eu aussi l'entourage qu'il fallait pour te l'accorder. Ouais, mon père, il m'a toujours dit, depuis toute petite, et ça, c'est une phrase qui m'a toujours marquée, à seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus lent. Et du coup, dès que je lui ai dit je veux faire de la musique, j'ai dit par contre, je veux une équipe autour de moi. Je veux un arrangeur, je veux peut-être quelqu'un qui compose avec moi, qui t'a coécrire, mais je veux, même si c'est moi qui donne l'idée de base, je veux quelqu'un qui me permette à mes idées d'être encore meilleure que ce qu'elle pouvait être. Ou alors, de par mon idée, partir sur un autre chemin qui, si j'avais pas eu cette idée de base, on n'aurait pas trouvé ce chemin-là. Et donc, que ça soit pour mes chansons ou mes clips ou mon style, bon, le stylisme plus maintenant, mais pardon. J'ai toujours cherché à avoir un point de vue extérieur parce que au bout d'un moment, moi, dans mon projet, je vois plus, je suis la tête dans le guidon, devant, j'arrive plus à prendre du recul et à voir en fait le puzzle en entier. Je suis en mode purée, j'ai cette pièce, mais je n'arrive plus à voir où elle va. Alors quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui voit le puzzle pour la première fois et ma pièce, elle dit la pièce elle va là-bas, tu vois. C'était plus ça que je voulais depuis le début. C'est vachement mature d'avoir su de dire tout ça au début d'un projet, parce que s'entourer ça coûte très cher. Ouais. Et il y a beaucoup d'artistes et je sais pas si qui a raison, qui a tort. Je pense que tout le monde a raison à sa manière, mais ça va décourager beaucoup d'artistes en début de carrière de sortir ces frais-là, les décourager ou juste n'être pas possible. Ouais. Et en fait, c'est assez mature de voir ces frais et de se dire c'est pas grave, moi j'ai besoin de ça. Je trouve que c'est un beau pas en avant pour faire en sorte que ça se passe bien aussi que t'as fait. Ouais, en fait aussi j'ai entendu tellement d'artistes dire ouais j'ai eu telle rencontre avec telle personne et puis elle m'a dit mais moi je suis à fond derrière toi et puis à la fin cette personne parce que c'était un accord voix par voix, la personne elle lui a mis à l'envers ou finalement même si c'était un contrat écrit, les personnes qu'elle a rencontrées lui ont plus dicté ce qu'elle devait faire ou ce qu'il devait faire ou aller ou ce qui allait finalement mieux lui correspondre pour mieux réussir. Et je peux comprendre, je pense que la chance que j'ai eue c'est que j'étais majeure au moment où je me suis lancée, donc il y a aussi pas mal de choses de par le fait d'être majeure ou en tout cas d'avoir au moins eu 2 ans où je suis moins dans les codes scolaires, j'ai pu savoir comprendre que si je veux me faire entendre, surtout en tant que des fois femme dans l'industrie, il fallait que je dise non. Et je voulais pas mais plein de fois je me suis dit mais si à 16 ans on m'avait dit ou même plus tard ou même à 18 ans à la sortie du bac tu signes ce contrat et tu vis ta vie que tu veux depuis toujours, ta vie de rêve, c'est-à-dire faire des concerts, faire des albums, chanter, je pense que j'aurais signé même si à la fin j'aurais pas
forcément été heureuse artistiquement parce que finalement, on m'aurait pas écoutée, parce que finalement, j'aurais pas fait ce que je voulais. Et plus tard, j'aurais été, ok, non, je veux qu'on me découvre artistiquement, mais est-ce que le public aurait suivi? Enfin, plein de choses, quoi. Mais t'avais besoin de te connaître toi-même et de faire les choses dans ton timing et au bon timing. Et puis j'ai l'impression que d'un coup, tout s'est accéléré. Aujourd'hui, t'as sorti 2 EP, 2 singles. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça, du coup, s'est déroulé on s'est arrêté donc à la sortie de la première chanson jusqu'à aujourd'hui. Je sors ma première chanson sur les plateformes via une plateforme de distribution. J'essaye d'en parler un peu sur les réseaux, mais à ce moment-là, j'avais pas vraiment de réseau. Puis je savais pas trop par rapport à toute la dépression que j'avais pu vivre. Les réseaux et moi, on n'était pas super amis, quoi. C'est un peu violent, les réseaux. Ouais, c'était un peu... j'arrivais pas à comprendre aussi qu'est-ce qui peut rendre si addict, parce que quand t'es en dépression, il y a un peu rien. Après aussi, comme j'étais pas mal... Enfin, j'ai vécu le début d'Instagram, je crois. Ouais, d'Instagram, c'était pas comme aujourd'hui. Donc, c'était pas aussi facilement directement addictif qu'aujourd'hui. Donc j'essaye, ça marche pas forcément. Je me dis bon, c'est pas grave, peut-être que c'est la chanson. Puis je suis en mode c'était pour la sortir, pour moi que j'ai un truc je vois un avancement. Je repars faire des chansons pour pousser du coup sur mon premier projet qui était autour de mes insomnies. Je suis en mode ok, moi c'est ça qui me passionne dans les projets artistiques. Je veux que le public vive vraiment une histoire, quand il écoute vraiment une histoire et qu'il puisse la visualiser. Donc, je commence à écrire, puis à un moment, j'arrive à peut-être 20 chansons. Je me dis, bon, il faudrait peut-être les ressortir. Et je m'organise pour sortir un EP. Je rencontre un manager, mais qui me vend... qui se vend en mode, il va faire comme un manager, c'est-à-dire me faire plus m'aider sur la promotion, mais du coup c'est pas un manager. Bref, j'ai plus trop... Enfin, je suis un peu attaché de presse, mais pas vraiment, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est pas un attaché de presse. Ouais, c'était vraiment une fusion entre attaché de presse et manager. Je dis d'accord, je teste, de toute façon, pas parce qu'il fallait que je savais pas, moi, comment faire la promotion, c'est un truc que je connaissais pas. Et je dis, bon, bah ok, on essaye. Et il me dit, mais par contre, moi j'ai besoin de matière, donc je dis, bah je vais sortir un EP et avec l'EP, je veux sortir un clip. Il me dit, ok, plus ta chanson elle est superbe, super, vas-y. Donc je pars. Non, je lui dis, ouais, je le rencontre parce que j'avais déjà tourné le clip, qui était le clip de Divague en rêve, et je voulais le sortir, mais je voulais pas qu'il passe inaperçu, qu'il tombe dans les oubliettes des abysses de YouTube. Tu le tournes grâce à tes études de motion design ou tu t'es accompagnée dessus? Ce moment-là, j'avais rencontré une fille lors d'une masterclass et je sais qu'elle avait tourné des clips avec des gens qui travaillaient aussi dans la production. Je lui envoie un message en disant voilà, ça fait quelques mois que je cherche des réals un réal ou une réal pour faire mon clip parce que je voulais justement avoir quelqu'un qui s'en charge. Déjà parce que faire le montage avec ma propre tête, je me suis dit ma santé mentale elle va pas tenir. Je me connais, ça va juste déjà quand les peu de fois où je l'ai fait pour des projets d'école, je finissais en pleurs, du coup j'étais en mode ça sert à rien, je vais pas aller me faire du mal. Donc, et surtout je voulais avoir l'esprit tranquille pour penser à autre chose. Et pareil comme l'arrangeur, je voulais aussi avoir un regard professionnel et d'extérieur, frais. Donc, je lui envoie un message, voilà, je cherche des réals, voilà le clip que je veux faire pour telle chanson. Je lui envoie les moodboards, que ce soit des tenues, des visuels, des make-up, l'histoire que je veux raconter dans le clip. Je lui dis, voilà, elle me dit, ok, je vais faire un appel d'offres, envoie-moi tout ça et je te recontacte quand j'ai des trucs. Et le lendemain, elle me rappelle et elle me dit oui,
finalement, en ayant vu après et avoir regardé tes moodboards et ton synopsis, j'ai décidé de ne pas faire un appel d'offres parce que j'ai direct pensé à des réals. C'est complètement leur délire, complètement leur DA. Je pense que vous pouvez matcher. Je leur ai envoyé et ils m'ont répondu, ils seraient intéressés, ils voudraient bien échanger avec toi. Est-ce que ça te va si je lui donne le numéro de téléphone ? Je lui dis ouais, pas de souci, vas-y, fais-le. Je crois qu'une heure plus tard, il m'appelle et on échange pendant sur ce que je veux, ce que j'imagine. Il me dit ok, moi ça me parle. Est-ce que ça te dit qu'on se voit, on s'organise un rendez-vous pour échanger et se voir. On se cale une semaine plus tard le rendez-vous et puis après tout s'est enchaîné. On tourne le clip et du coup à ce moment, quelques mois plus tard, je rencontre ce manager attaché de presse qui me dit ouais, moi je peux t'aider pour sortir le clip, mais ça serait mieux de sortir un EP avec, tout ça. Je lui dis ok, j'ai des chansons, j'ai l'EP. Il me dit ok, on va organiser la sortie, on fait à ce moment-là tel truc. Je sors le l'EP, rien ne se passe. Je suis un peu en mode... Et il m'envoie aussi 2-3 liens d'articles, de gens qui parlent du clip. Mais moi, que ça soit sur les réseaux ou sur les streamings, je vois pas de changement. Mais j'abandonne pas. Et il me dit, je crois, 6 mois, 8 mois plus tard, là, faut sortir un truc, j'ai envie, tout ça... j'ai écouté les nouvelles chansons que tu as fait. Il y a telle chanson, je pense que si on la sort pour juin, c'est pas mal. Je dis ok, mais du coup, tu voudrais un clip ? Il me dit j'avoue, c'est pas mal, c'est mieux s'il y a un clip, tu vois, c'est plus vendeur, je peux plus faire de choses. Je dis ok, mais il me dit mais non, mais c'est à tes frais. Je dis d'accord, ok, d'accord, du coup, j'appelle. C'est vachement cher un clip, disons. Ouais. Et je dis d'accord, ok. Je rappelle du coup Paul et Mathias qui sont les réals avec qui je travaille. Je leur dis ouais, ça vous dit on fait la suite de l'histoire de mon insomnie. Ils sont en mode ouais et tout, grave chaud et tout ça. Je suis en mode ok, ça serait sur telle chanson. Ça c'est la version que j'ai, mais c'est pas encore la version finale parce qu'il veut que je la fasse masteriser par quelqu'un qui connaît pour que ça soit plus moderne ou autre, ou que sais-je. Donc je l'ai fait masteriser, je fais le clip de la nouvelle chanson qui était Oh mon amante. Je sors du coup ce nouvel EP. Non. Si, je sors, c'était avec un... Oui, c'était un EP. Ou non. Non, oui, donc je sors le nouveau clip. Je crois que dedans, il n'y a pas le... Si c'était peut-être un nouvel EP, je ne sais plus. Et pareil, encore une fois, l'EP sort. J'ai ici, à un moment, je dis, il n'y a pas... qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, non, mais tu sais, les radios, c'est compliqué. Non, mais ça, je dis, ouais, mais il n'y a même pas d'interview. Donc, il me chope 2 interviews pour dire que... Parce qu'après que j'étais un peu en mode, Ça coûte vachement cher pour pas grand-chose. Ouais, je suis en mode, je veux bien, je comprends, il y a du temps, je suis pas connue, je suis pas avec un label, je suis full indépendante, j'ai pas d'abonnés sur les réseaux, donc ça intéresse pas parce qu'ils se disent, attends, elle a 200 abonnés sur Instagram, elle m'intéresse pas, quoi, elle va pas faire du clic, elle va pas faire venir des gens... Donc je dis d'accord, je comprends, mais il y a un moment où si tu t'es vendu comme le meilleur, prouve-le-moi, tu vois. Et donc il me montre, et puis à un moment, rien. Je lui dis, ouais, mais tu m'avais aussi dit que tu ferais des scènes. Il dit, mais t'as envie de monter sur scène, toi, t'es prête ? Je dis, oui, mais je vais pas non plus te demander tous les jours, oui, bon, alors, tu penses à moi, tout ça. T'as pensé, tu m'oublies pas, hein, tu trouves tu dois me trouver des scènes, tu dois me trouver des interviews. Je suis en mode, au bout d'un moment, j'ai aussi autre chose à faire, quoi. Je dois composer, j'ai envie de composer. Mon métier, c'est pas de te rappeler que tu dois travailler, quoi. Et il me dit, mais si tu veux,
La semaine prochaine à Dijon pour la fête de la musique, je peux te faire chanter sur une scène. J'ai d'autres artistes que je fais chanter. Je suis en mode bah ouais, ok. J'aurais bien aimé savoir avant, mais ok. Et donc en une semaine, j'organise ma petite scène. J'appelle le chorégraphe avec qui j'ai travaillé sur Oh mon amante. Et puis ouais non, ça c'était pour le premier EP, pardon. Le deuxième, je l'ai sorti plus tard. Et je fais ma scène, et puis après, à la fin, je laisse un peu, puis j'arrête avec le manager / attaché de presse. Je continue ma musique, je me dis, bon, en attendant, moi, je continue à produire des musiques, à composer, à écrire. Je me dis, au pire, à envoyer aussi, quand je vois passer pour être auteur chez je sais pas, pour des labels, pour des artistes, envoyer des morceaux, est-ce que ça vous intéresse à pas recevoir de messages, à candidater aussi, parce qu'à chaque fois quand tu dis ouais je fais de la musique, je suis chanteuse, ah mais tu fais pas The Voice, mais tu fais pas Star Academy, mais pourquoi tu fais pas ci? Je suis en mode bah si, j'ai candidaté mais ils ne me répondent pas ou alors j'ai candidaté mais ils ne m'ont pas pris, tout ça. Et quelques mois plus tard, je dis bon, ok, je m'en sortais pas avec les réseaux, je m'en sortais pas ou autre, et je demande à Mathias et Paul, qui sont les réals, s'ils peuvent m'aider un peu plus que juste faire mes clips. Donc aujourd'hui, je travaille avec eux, où ils m'aident pour que ça soit dans ce qui est stratégie, marketing et tout ça, on met plus en place. Aujourd'hui, j'ai aussi une attachée de presse. Et avec eux, j'avais sorti le dernier EP d'Insomnie avec un nouveau clip qui avait fait plus de bruit, où j'avais en tout cas eu plus de retours, de bons retours, c'est-à-dire plus de visibilité et un public qui est apparu qu'avec les professionnels, quoi. Et c'était un peu... tout ça s'est passé, je crois, sur 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Et donc à chaque fois on me disait ah non mais regarde mais t'as un nouveau truc, ah ouais, je suis en mode ouais mais moi et à chaque fois je suis en mode putain mais c'est bon, encore combien de temps je dois attendre, ok j'ai sorti des trucs mais il y a toujours rien. C'est compliqué, c'est très difficile à tenir mentalement parce que... Et puis il y a beaucoup de périodes où c'est très des hauts et des bas, quoi. Émotionnellement, il y a des fois où je suis en mode putain, j'ai envie d'arrêter, mais en même temps, j'arrive pas à arrêter. Plus d'une fois, j'ai voulu arrêter et dire non, mais c'est pas. En fait, peut-être que c'est pas. Moi, j'ai pas le droit à cette chance ou à cette vie-là, ou c'est pas fait pour moi. Mais en même temps, t'as la musique qui est là, qui est en mode non, tu peux pas abandonner. Genre, tu t'imagines faire autre chose que ça. Je suis en mode oh putain, non, faites-moi crever maintenant que plutôt que faire une autre vie ou faire un autre job. Là, je peux pas, quoi. Et du coup, tu continues. Après, je sais que je suis vachement privilégiée de pouvoir vivre encore chez mes parents et pas avoir du coup un loyer à payer, de la nourriture, et pouvoir me focaliser à 100% dessus. Donc il y a forcément des fois où tu culpabilises, quoi. T'es un peu en mode putain, il y a des gens qui sont méga talentueux et qui peuvent pas avoir la même opportunité, et du coup t'es en mode mais est-ce que je suis légitime? Et ça, il n'y aura jamais la réponse, parce que si le monde et tout le monde avait les mêmes opportunités, c'est là qu'on serait, mais on vit pas dans un monde où c'est possible. Et donc c'est pas mal aussi des fois où tu culpabilises parce que t'es là chez toi à faire de la musique ou à avoir aucune inspi et à en chercher, du coup à lire un bouquin, à regarder un animé ou un film, ou à juste sortir parce que t'en peux plus d'être chez toi et pendant que les autres ils travaillent, font des horaires de boulot normal, et t'es là, t'es en mode ok, et donc ce qui est dur c'est de pas retomber en dépression ou en burn-out parce que tu te forces à travailler et que tu te forces à être productif, alors que l'art n'est pas fait pour être productif. Même si tu dis je sais qu'il y a des périodes où je vais rien écrire, qu'il y a des périodes où ça va être la page blanche, c'est toujours dur de le vivre. Et tu te dis putain mais en fait ça y est, j'ai raconté tout ce que j'avais à dire, j'ai plus rien, mais en fait je suis un imposteur parce que j'écris plus, je compose plus ou autre. Et donc c'est des hauts et des bas, quoi.
Ouais, je trouve que c'est des hauts et des bas et des doutes qui sont inhérents à la vie d'artiste, mais que tu as toujours ce que... Je pense que tu peux avoir pendant longtemps le truc de ça ne marche pas, effectivement. Ouais. Du jour au lendemain, et je te le souhaite, ça peut exploser et d'un coup ça marche et t'es invité sur toutes les télés, toutes les radios. Mais en fait, même il faut là, savoir après, le gérer. Voilà. Ça, et puis après, je pense que t'as plus la peur de ah, mais si ça se déclenche jamais, c'est putain, t'as la peur de mais si ça s'arrête demain, qu'est-ce que je fais? Comment, en fait, t'as la peur de comment continuer? Et c'est vrai que quand on dit non, mais le plus dur aujourd'hui, c'est pas de percer, c'est d'avoir une carrière. C'est pas faux, mais que ça soit dans n'importe quelle carrière. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, tu veux faire carrière dans, je sais pas, les lunettes, être opticien. Est-ce que tu vas avoir ton magasin de lunettes ou être opticien toute ta vie avec ton propre truc? Bah, peut-être pas. Et c'est dur de se dire qu'artistiquement, c'est la même chose. Et c'est encore plus dur de durer. Alors que quand tu n'as pas encore percé, pour toi, c'est le truc le plus dur, même si tu as une petite voix dans ta tête qui sait que c'est tout aussi dur. Je sais pas si c'est plus dur de perdurer. Je pense que c'est tout aussi dur de perdurer que de percer. Mais c'est juste des angoisses qui sont proches et en même temps différentes, quoi. Est-ce que tu peux nous parler des derniers singles que tu as sortis et qui font que du coup tu es là aujourd'hui? Est-ce que tu en as attaché presque, mais on a j'ai sorti 3 singles. Le premier, c'est Dans ma tête, qui parle justement du fait que l'humain doutera et doute sans cesse, non-stop jusqu'à la fin. Et sur le fait que même si qu'on nous dit ça c'est la vérité, tu auras toujours ce doute de mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Si c'est un mensonge, tu douteras si c'est un mensonge, ou s'il n'y a pas peut-être un truc de est-ce que ça serait pas une vérité, ça serait pas plutôt une vérité cachée? Ce doute de soi, ce doute de ce que tu ressens, de ce que tu vois. Donc dans ma tête, c'est vraiment sur le doute qui persiste et qui sera toujours là. La deuxième single que j'ai sorti, c'était Que dois-je faire, qui est une valse, un peu comme une valse, sur c'était, alors, quand je l'ai écrit, c'était vachement sur ma dépression, où le moment où t'es là mais tu pars, tu reviens, qu'est-ce que je dois faire? C'est un peu comme si ma dépression, quand moi je commençais à aller mieux, a été mais non, reste quoi, genre j'ai besoin que tu restes. Et c'est un peu la même chose pour les relations. Après, ça m'a fait penser à mes relations qui se sont finies amicales et autres, où quand tu réalises que la relation est finie, tu as envie en fait qu'elle soit là, même si elle était pas, c'était plus possible ou autre. Et qu'est-ce que je dois faire pour que tout se passe bien, pour que ça reste, pour que ça continue, parce que j'ai pas envie d'abandonner, j'ai pas envie de te laisser dans mon passé, j'ai envie que tu sois dans mon présent et dans mon futur. Et donc c'est dans ce que parle cette chanson, ce moment de je suis pas prête à lâcher, à abandonner ce qu'on me demande de faire ou d'abandonner. Et la troisième chanson, c'est Ghost in the Shell, qui est en mini hommage, référence au film d'animation que j'adore, parce que je suis partie dans un nouveau projet cyberpunk, donc, et qui est du coup a beaucoup tourné sur des questions philosophiques, sur l'aspect qu'est-ce que l'humain, la différence, la conscience, l'inconscient, notre rapport au réel, notre rapport à notre identité, tout ça. Donc c'est un peu tout ce que j'ai essayé je suis partie chercher dans mes écritures et dans mes chansons, et j'ai sorti ces 3 singles pour un peu montrer les nouveaux thèmes, et un peu montrer une nouvelle couleur de ce que j'avais pu présenter avec Insomnie. Je trouve ça très joli en plus, tes musiques. J'en ai écouté quelques-unes du coup avant l'interview. Même si, comme je disais, j'essaie de ne pas découvrir tout l'artiste avant, parce que j'ai envie d'être surprise et d'en apprendre. Moi, ça m'a beaucoup emportée d'écouter ça, parce que tu as des textes qui sont très puissants sur des mélodies hyper dansantes. Et parce que surtout dans mes dernières où j'ai toujours ce truc de je veux
apporter de la douceur. Tu sais, c'est comme un câlin. Et donc, même si tu pleures, je veux quand même que tu sentes cette chaleur ou cet amour dans cette chanson. Un peu comme ce que j'ai pu ressentir quand j'étais sur la Lune et que j'essayais, la Lune était en mode t'inquiète, je guéris tes blessures doucement mais sûrement. C'est ok, pleure et t'inquiète, personne ne le verra parce que les gens qui auront pas besoin de pleurer, voudront juste passer un moment, le verront pas parce qu'ils sont en train de danser et peut-être que c'est un peu aussi cette manière de, si t'es dans le déni, bah malgré le fait que t'es en train de danser, t'as ce texte qui parle à cette émotion que tu refoules. Ouais, exactement, et je trouve que tu réussis très bien justement à le faire. Donc, merci. Un peu de la même manière, je trouve, que ce que peut transmettre Roshi, qui a des textes qui sont hyper... genre, si tu lis le texte, oh, wow. Mais en fait, tu t'en rends pas toujours compte que t'es en train de danser. Et ouais, j'aime beaucoup et je suis sûre que ça va marcher et bien fonctionner. Quels sont tes projets là pour l'avenir? Est-ce que tu sais un petit peu où tu vas? Là, je me concentre plus pour les prochains mois sur la scène. Parce que cette dernière année qui s'est écoulée, c'est beaucoup ce qui m'a manqué à vivre. J'ai été pas mal en studio, du coup, pas mal sur la production avec ce nouveau projet et à être en mode, ok, je veux améliorer mon écriture, je veux améliorer la manière dont je pose et mes visuels et mon univers, le pousser encore plus loin. Donc j'ai un peu délaissé ça de côté et ça m'a récemment, il y a quelques fois, peut-être 2-3 mois où j'ai ressenti cet appel de la scène qui est en mode et moi mon corps, ma tête qui a pensé qu'à ça. Alors je pense que l'artiste, pour lui, ça bouge quand il ressent son public. Et donc moi, comme je le ressens, alors dans le sens où non, mais s'il y a du public qui écoute les petits messages, les petits commentaires, les vues, je les vois, les écoute aussi, ça me fait, et je vois leurs liens, je vois les messages qu'ils peuvent m'envoyer et leur amour qu'ils me posent, même s'ils sont pas encore nombreux. Mais il y a n'empêche qu'il y a des fois je suis en mode mais non, ça bouge pas, je suis au même endroit, je passe toujours ma journée à être dans ma chambre, à composer, à écrire, à aller au studio ou autre. Et donc, je pense là où je me dirais, ok, ça avance ou je suis en train de passer une étape, c'est quand je ressentirai peut-être plus physiquement et où je verrai de mes yeux le public et le fait de, ok, là oui, parce que on me demande à être sur scène, je vois aussi le nombre d'abonnés sur les réseaux, les streams augmentés et autres. C'est horrible parce que c'est que des chiffres, mais c'est aussi ça, je pense, qui permet de voir, que ça soit pour l'artiste ou pour les inconnus, ok, elle est vue comme une artiste et pas comme quelqu'un qui cherche à l'être. Ouais, déjà, bien sûr, alors... Je sais pas si c'est exactement ça la définition d'un artiste ou si en tout cas c'est universel, mais je comprends que ce soit en tout cas la manière dont toi tu le vois. Un artiste, après je pense que tout le monde dans la vie l'est, mais c'est aujourd'hui comment c'est peut-être codé. Ouais. C'est peut-être la manière dont est codé l'artiste aujourd'hui de faire des scènes, avoir un certain nombre et encore je sais pas parce que ça dépend, tu peux être ça dépend, je pense aussi l'échelle artistique que tu veux avoir, le nombre de personnes, d'artistes qui vivent très bien, qui font plein de petites tournées, qui sont intermittents du spectacle et qui ne sont pas forcément connus, qui cherchent pas à être connus du grand public. C'est aussi pas mal ça, c'est est-ce que moi je veux être... c'est aussi je pense une des premières questions qu'il faut se poser quand tu veux faire de la musique, c'est à quelle échelle je veux être. Exactement. Et toi t'as réussi à y répondre? Moi depuis toute petite je sais que c'est à l'échelle où je veux faire un jour le Stade de France. Du coup j'étais en mode non mais moi c'est logique, qu'est-ce que tu me racontes, petite échelle, non? Mais ça surprend toujours les gens quand je dis au début ça surprenait mais toi tu veux même la première fois que mon frère il a appris que je voulais faire de la musique, il dit toi alors que aller acheter une baguette de pain t'es dans tous tes états toute seule, je suis en mode ouais mais il me dit et tu vas aller chanter mais pour être chanteuse il me dit au début il me disait Rebecca pour être chanteuse il faut aller sur scène, il faut chanter devant des gens. Je dis ouais oui je sais merci je connais le métier. Il me dit non mais c'est à dire que tu comprends bien que j'ai du mal à te visualiser faire ça, alors que que je te vois être presque
bord des larmes quand on te demande d'aller acheter une baguette de pain toute seule. Je suis en mode, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand tu chantes, t'as confiance en toi et c'est un personnage. Ouais, il y a tout. Je sais pas, c'est un personnage. Je pense que c'est Rebecca Moon qui sent. Je pense que c'est peut-être ça. C'est pas mal aussi la voix qui me fait dire ça. Quand j'entends la voix qui est entourée de la musique, ma voix, je veux dire, qui est entourée de la musique, et quand ma voix dans la vie quotidienne, quand je parle, qui est si différente. Je suis un peu en mode, mon Dieu, il y a deux personnes, c'est pas possible, j'ai une jumelle en fait, cachée que je ne connais pas, mais qui vit ma vie en même temps. Je pense que c'est peut-être aussi Rebecca, si elle n'avait pas... j'ai pas envie de dire si elle n'avait pas vécu toutes ces épreuves, genre la dépression, l'anxiété, les relations qui font mal avec d'autres êtres humains. Je pense que c'est Rebecca pas sans émotion, mais dans son bien-être. Oui, tu sens le plus pur. C'est l'état pur de qui est Rebecca, quoi. Je conclue toujours le podcast avec la même question. C'est si toi, aujourd'hui, là, tu pouvais parler à l'enfant que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je sais pas. Parce que pendant longtemps, c'est un peu aussi une phrase qu'on me demande en thérapie. Ouais, mais si aujourd'hui, tu voyais une enfant vivre ça, je suis en mode, ah non, mais je lui dirais ça, mais du coup, à toi, tu te dirais quoi? Pendant longtemps, j'étais en mode, ah, moi, je lui dirais rien parce que je lui en veux. Je pense que j'ai eu pas mal de haine, malheureusement, envers moi et envers ce que j'ai décidé de me faire subir. Et de prendre ce chemin de vivre tout un tas de trucs, alors que c'était le seul chemin que je voyais pour survivre. Pour autant, donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus cette haine. Mais je sais pas si aujourd'hui on peut dire du coup j'ai de l'amour. Je pense qu'aujourd'hui, si je voyais la petite Rebecca Moon de toute petite, je dirais rien parce que je suis pas forcément encore prête. Et que je sais que, me connaissant, je m'écouterais même pas. Que je lui dis, ouais, je suis moi, je suis toi, la version dans tête et que tout va bien se passer. Je suis en mode, ça va retourner d'où tu viens et laisse-moi pleurer et vivre ma vie, voilà. Je pense que je la prendrais juste dans mes bras et je lui dirais, personne te voit, tu peux pleurer, t'es caché. Et je pense que même pas ça, genre, je pense que je lui ferais comprendre que t'es caché, donc tu peux arrête d'essayer de survivre et laisse-toi aller parce que t'es caché comme la lune l'a fait, quoi. Je jouerais un peu la lune plus physiquement parlant et je la prendrais juste dans mes bras et je la bercerais jusqu'à qu'elle s'endorme, quoi. C'est trop beau. Merci. Merci beaucoup d'être venue dans le podcast. Merci de m'avoir invitée. C'était un plaisir. Merci. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.